simplement quelques tics? Est-ce qu'on arrête avant même l'objectif? Parce que si, imaginons, regardez là, c'est du bon sens. Je sais que le bon sens, ça se perd aujourd'hui. Mais le bon sens en trading, ça sauve, vous ne pouvez pas savoir. Imaginons que là, je vous dise, voilà, cet objectif, il y a 6 à 8 chances sur 10 qu'on monte ici. Imaginons que vous arrêtiez à mi-distance. Et là, le pourcentage, il augmente encore d'autant. Il y a un moment, on est presque à 100%. Alors le 100%, malheureusement, ça n'existe jamais. Mais on est à 90, 15. Et moi, j'ai certaines personnes qui, finalement, me disent « Monsieur Solitaire, votre livre, il est super, mais il est encore trop ambitieux pour moi. Voilà comment je fais. Je prends des super bons signaux, j'achète, dès que j'ai gagné le tick, je me tire. » Ah ben, je dis « Très bien. » Et elle me dit « Mais j'ai 90% de taux de réussite. » Alors des fois, de temps en temps, ça faiblit un petit peu. Et il me dit « Mais pour créer de la valeur, j'ai bien compris ce que vous m'avez dit. Ben, je monte la charge. Certes, avec un contrat, 2 points, je vais gagner 20 €, mais avec 10, c'est 200 €. Et c'est exactement le même travail d'un point de vue technique. La seule chose, c'est qu'il faut avoir la confiance mentale pour envoyer 10 contrats et pas 2 ou 1. Voilà. Et c'est en raisonnant comme ça que vous allez acquérir cette confiance mentale. Voilà. C'est-à-dire que moi, c'est simple. C'est-à-dire que je vois beaucoup de personnes, des fois en conférence, comme ça, et me disent « Monsieur Solitaire, j'ai une méthodologie, j'aimerais vous en discuter avec vous, pour voir si elle est bonne, si vous pouvez me donner des conseils. » Et je dis « Déjà, faites-moi voir le schéma tactique, et puis après, on en discute. » « Mais quel schéma tactique? Comment? » Et je dis « Mais comment vous achetez quand? » Alors, ça dépend. Quand ça dépend, ça veut dire que ça, c'est pas de la confiance en barre, ça dépend. C'est l'incertitude. Et donc, on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'il parle de la méthode, il me génère de l'incertitude. Et avec de l'incertitude, jamais vous augmenterez la taille de position. Il vous faut des certitudes. Ou un maximum de certitudes. Moi, je signe souvent mes livres comme ça. Je dis, le trading, se créer des certitudes pour trader avec conviction. Si je n'ai pas confiance dans un schéma, mais je vais être comme ça, moi. Alors imaginez si j'ai une position gigantesque. Imaginez quand je gère Réacteur 7, quand j'appuie sur un bouton pour envoyer 15 millions d'euros, si je n'ai pas une conviction dans le concept que je travaille, mais j'en dors plus, quoi. J'attrape un cancer avant l'âge. Et je dors très bien. Mais il y a un moment où on a des fortes convictions, il faut les travailler. Il y a des moments où on a pas de conviction, et là, il faut mieux se tenir à l'écart. Voilà, il faut toujours raisonner dans ce principe-là. Alors, quelques exemples pour terminer sur ce schéma tactique, pour ne pas prendre de retard. 14h08, parfait. Voilà, ça, c'est le schéma tactique, et ça, c'est le patient qu'on opère. Schéma tactique, patient. Ça et ça, la même chose. Alors, c'est un peu compliqué parce que vous n'avez pas l'œil, vous n'êtes pas formaté à ça. Mais finalement, c'est d'une simplicité, mais décoiffante. C'est pour ça que j'ai plus de cheveux. Après, il faut simplement tester, développer de la confiance, essayer d'augmenter en charge si on peut pour créer de la valeur, et puis être plus ou moins minimaliste. Et après, je fais confiance sur votre créativité concernant la gestion de position, pour essayer d'aller gagner plus. Ça, j'ai totale confiance en vous. Alors, vous voyez, par rapport à ce schéma tactique, si on reste sur le graphique 5 minutes, là vous avez votre graphique 5 minutes, et là vous avez votre graphique 12 secondes, à droite. Gauche, gauche. Bon, il y a 3 écrans, mais c'est 3 écrans identiques, hein, pour ceux qui n'auraient pas encore non pas que je vous prenne pour des sots, je suis solitaire moi-même. Alors, le graphique 5 minutes, vous voyez, ici, ça ressemble. Moi, j'adore dire ça ressemble. Je vais vous donner une petite anecdote, j'ai le temps. Un jour, pour traquer une récurrence, j'avais repeint mon appartement. J'avais accroché 50 graphiques sur le mur du salon, 50 graphiques où il y avait un mouvement de hausse, et sur le mur opposé, 50 graphiques où il y avait un mouvement de baisse. 50 graphiques sur un marché différent, à des heures différentes, des jours, des mois différents. Un travail de titan. J'ai un ami, mathématicien, qui rentre, il vient manger, il me dit « Joli ton appart. T'as
à redécorer, c'est un style, c'est pas mal. Il me dit, mais pourquoi tu as collé 50 graphiques identiques là et 50 graphiques identiques ici? Je vais me dire, approche-toi de plus près, tu vas voir que c'est pas du tout les mêmes graphiques, c'est pas les mêmes marchés, c'est pas les mêmes horaires, c'est pas les mêmes périodes. Elle me dit, putain, mais t'as raison, comme ça il dit, hein. Cache. Et je dis, mais ça veut dire que ça se ressemble. Si ça se ressemble, il y a des dénominateurs communs. S'il y a des dénominateurs communs, on peut créer un schéma. Si on a un schéma, on a un plan d'intervention. Et j'étais au niveau où je n'avais pas cette routine d'intervention. J'avais conceptualisé la récurrence sur les marchés, mais je n'avais pas le schéma et la routine. Et c'est comme ça qu'il faut procéder. Alors que dans les grandes banques, comment ils font? Ils embauchent des gens hyper bons mathématiquement, ils créent des modèles sans avoir de compétences techniques, et ils essayent de backtester pour voir si ça marche. Et après, ils modifient les paramètres, sans conceptualiser souvent qu'il y a l'effet papillon. Il y a un battement de modèle au Brésil, ça crée un tremblement de terre en Inde. Et pareil, c'est-à-dire quand vous testez un truc comme ça, pouf, vous jetez le truc, ben, vous avez des paramètres, mais dès que vous influez sur un paramètre, vous ne mesurez pas la portée que ça a sur votre concept global. Alors qu'il est beaucoup plus intéressant. Et c'est pour ça qu'on a créé des algorithmes sur nos modèles, et que j'ai écrit un article, allez acheter le dernier Action Future, et j'ai écrit un article sur la conceptualisation d'un algorithme, parce qu'on peut le faire, vu finalement l'explication hyper précise que je vous offre de ce système. Donc, l'idée reste de tout analyser et de dire, voilà, ça se ressemble. Donc vous voyez que là, j'ai mon rebond sur ma bande bleue avec une ombre et j'ai mes moyennes mobiles 5 minutes en dessous. Sur l'exemple, c'est l'Eurostoxx 50, c'était en début de semaine dernière, vous pourrez regarder, en début de cette semaine. Donc vous voyez qu'on a une phase de correction, on rebondit dans la profondeur de la bande bleue, c'est bien ici, on ajoute des ombres, et on a bien nos moyennes mobiles qui sont en dessous. Jusque-là, on dit, tiens, là, je tiens quelque chose de récurrent. C'est exactement ce schéma-là ce schéma, je l'explique depuis des années. Et ce qui s'est passé là, c'est début de semaine. Ça veut dire qu'on travaille vraiment de la récurrence. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on attend simplement que le marché clôture au-dessus de nos 3 moyennes mobiles. Et une fois qu'on a la clôture, eh bien, on a notre point d'entrée. Notre stop, on va aller le mettre sur le point bas qui a été généré. La flèche bleue, là, c'est le point bas d'ici, hein, vous voyez, 32, on était bien à 32 là. Et le schéma tactique d'intervention, c'est, eh bien, cette quantité-là, il y a simplement besoin de la translater. Et donc, à partir de là, on peut dire, ben voilà, je lance un trade à 9h40 sur l'Eurostoxx, j'envoie un certain nombre de contrats, je suis stable émotionnellement parce que je suis dans un phénomène récurrent, je sais que mon stop, il est ici, j'ai 2 à 4 chances sur 10 qu'il soit exécuté, et là, j'ai mon objectif où je sais que eh ben, j'ai beaucoup plus de probabilité d'aller jusque là-haut. Ça, c'est un day trading de précision, c'est un day trading de compétence parce que ben, on a travaillé quelque chose qui se reproduit presque identique à lui-même régulièrement, et on a exactement tous les paramètres d'intervention. Ça, c'est du travail. Si vous n'avez pas ce processus-là, à mon avis, vous allez galérer un peu. Mais même en ayant ce processus, vous allez galérer. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous trouviez une récurrence. Donc déjà, il faut du temps. Il faut bâtir après le schéma tactique, ça prend également du temps. Et après, les procédés d'exécution, souvent, ça prend moins de temps. Mais c'est souvent à ce prix-là. Alors, soit vous êtes comme un Bernard l'ermite, hein, c'est-à-dire moi j'apporte la coquille et vous enfilez dedans et dites voilà, je vais utiliser la méthode de M. Sodutel, mais je ne sous-estime pas votre créativité parce que je pense que chaque personne est capable de détecter une récurrence qui lui est propre sur les marchés. Voilà. Et il y en a. Regardez un marché, ça monte, ça baisse. Voilà. La bourse, c'est simple. Hein. On passe toujours entre 2 phases, de l'excès baissier à l'euphorie totale. Donc voilà. Alors, un autre exemple, ben pareil, dans une situation d'achat, on revient dans la profondeur de notre bande bleue, on a nos moyennes mobiles qui sont en dessous, on attend simplement le triple débordement des moyennes mobiles, c'est-à-dire passer vraiment au-dessus, notre point d'entrée, notre stop,
objectif statistiquement atteignable. Ça, c'était le SP500 également, je crois mardi, il me semble, de cette semaine. Et là, c'est ce qu'on appelle de la routine. C'est de la routine d'exécution. Alors après, on peut toujours, bien sûr, améliorer, réfléchir, comment faire pour gagner plus, mais après, on peut rester totalement basique. Voilà, j'ai un schéma, j'essaye maintenant de travailler sur l'augmentation de taille, la confiance que j'ai, est-ce que j'ai la taille patron pour augmenter progressivement ma taille, et je pense que la meilleure des solutions, bon, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, c'est de réinvestir une grande partie de ses bénéfices, au moins dans un premier temps, pour essayer d'augmenter la taille, pour essayer de créer plus de valeur au fur et à mesure qu'on monte en taille. Vous ne pouvez pas mettre la charrue avant les bœufs. Vaut mieux commencer petit pour avoir une chance de finir plus grand que commencer grand pour avoir une chance de finir ruiné. Ça, c'est une palissade, quoi. Un quart d'heure en sa mort, il est encore en vie. Mais le trading, c'est bourré de bon sens, ou de la palissade. J'ai 25 citations du domaine de la vie courante pour justifier des éléments de trading. C'est du bon sens, vraiment. Donc là, pareil, et bien sûr, le schéma inverse, parce que ça marche aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et alors ça c'était un sacré leurre, hein, parce que c'était sur le marché des taux avant-hier, en début de journée. Moi, je l'ai exploité de façon hyper minimaliste, bien mal m'en a pris, parce que en laissant même traîner quelques contrats, j'aurais fait 5-10 fois le gain que j'ai fait. Mais il y a un moment, il faut être carré. C'est-à-dire que ne pas regretter l'argent qu'on n'a pas gagné, c'est ce que je disais sur BFM hier matin. Il faut finalement avoir une philosophie, s'y tenir. Il y a des gens qui font moins bien, il y a des gens qui font mieux. L'essentiel, c'est d'être confort avec ce qu'on fait. Voilà. Et pas se prendre la tête, pas être prétentieux, faire les choses simplement et humblement. Parce que la vérité du jour ne sera peut-être pas forcément la vérité du lendemain. Et un peu d'humilité dans ce monde un peu à ego surdimensionné fait pas de mal de temps en temps. Pareil, vous voyez, donc là, on a une correction haussière, on bute dans la bande bleue, on ajoute une grande ombre, et plus l'ombre sera grande, et plus statistiquement, on est sûr qu'il y a des smart investisseurs qui traînent. C'est-à-dire qu'essayer de plumer les néophytes qui, plein pot, commencent là à 9h et dire voilà, ça remonte, oula, une grande, parce qu'à un moment donné, cette bougie, elle a été verte. Donc une grande bougie verte, mécaniquement, vous allez sourire, vous avez envie d'acheter. Une grande bougie verte, faut que j'achète. C'est un peu basique, hein, mais c'est primaire. C'est malheureusement la nature humaine. Il faut combattre ça. Là, vous êtes très bien éduqué, vous allez aider à traverser une petite dame à un passage clouté qui a du mal à traverser. Et puis quand vous allez rentrer au volant de votre voiture, cette même dame qui traverse, vous l'écraseriez bien parce qu'elle ne va pas assez vite, quoi. Et c'est cette personnalité-là que vous allez trouver dans les marchés financiers. Et donc se pose le deuxième problème, la gestion de ça. La gestion de cette bête qui est en vous. Et c'est là où Gilles est formidable. Allez discuter avec lui, c'est un garçon formidable. C'est une des plus belles rencontres que j'ai faites de ma vie. Ah, c'est vrai. Et bien sûr. Et mes enfants, mais bon, je les ai rencontrés quand ils sont nés, bien sûr. Voilà. Alors, même schéma, même principe d'exécution. Hein. C'est-à-dire qu'on a une grande ombre, on casse les 3 moyens mobiles, on taille le point d'entrée. Alors, vous voyez, des fois, hein, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, ça descend pas tout de suite sur l'objectif qu'on s'est fixé. C'est là où la dose de confiance est nécessaire. C'est là où votre background, si vous avez fait 270 opérations comme ça, vous avez une certaine stabilité, une certaine confiance, une patience également. Parce que sur les marchés financiers, vous avez 2 vertus à cultiver, la patience et la résistance à la frustration. Résistance à la frustration, c'est il n'y a pas de signe aujourd'hui. Ah, je vais bien faire un petit truc quand même, parce que je ne peux pas sortir de cette journée sans avoir fait un truc. Et vous êtes sûr que vous le faites en dehors du schéma, sans préparation, sans entraînement, et là, vous égratignez. Et ça arrive à tout le monde. Vous commencez une matinée, vous gagnez votre première opération, vous gagnez, deuxième opération, vous gagnez, troisième opération, vous gagnez. Alors là, vous êtes fiers comme Marthe avant, hein. C'est la banane à midi et tout.
vous prenez tout le monde de haut parce que vous avez gagné 10 fois plus que votre voisin, et puis vous revenez l'après-midi et vous lui dites aujourd'hui, je dois être en veine, le marché il est bon. Et là, vous dites voilà, maintenant je suis en avance, je vais tenter des choses. Et quand vous dites ça, vous êtes mort. Et vous allez reperdre tout ce que vous avez gagné le matin, plus une petite couche de négatif pour histoire de bien asseoir la journée. Et ça, c'est finalement de l'approche émotionnelle, mais c'est également du manque de rigueur technique. Moi, en fait, plus la journée avance et plus je suis exigeant sur la qualité des signaux. Parce que gagner de l'argent, c'est bien, le garder, c'est mieux. Parce qu'il y a un moment où un trader, quand il a ça, il veut ça. Quand il a ça, il veut ça. Voilà. Il y a un... Ouais. C'était la dernière fois, je vous l'assure. Voilà. Il y a un moment, il faut rester raisonnable. Voilà. Après, bon, ça c'est entre vous et votre conscience. Voilà, vous voyez, c'est hyper basique. Je ne vous demande pas de dire « Oh, M. Solitaire, c'est formidable, c'est un bon trader ». Non, je vous demande d'essayer de mettre ça déjà en place et puis d'essayer de travailler dans le sens dans lequel j'ai travaillé. Vous allez voir, ça, c'est plein de bonnes vertus profitables à une activité de trading. Allez, un autre schéma. Alors celui-ci, bon, il est plus sophistiqué. Enfin, pas plus sophistiqué parce qu'il reste simple dans son procédé d'exécution, il est émotionnellement beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que là, il faut avoir de la bouteille. Il faut avoir déjà gagné de l'argent avec des schémas de tendance qui vous ont profité, qui vous ont permis de créer une petite pelote. C'est-à-dire que vous arrivez déjà avec un niveau de confiance quand même relativement important. Si vous avez déjà le moral dans les chaussettes, parce que vous n'avez pas été capable de gagner régulièrement de l'argent sur un marché en tendance, si vous allez sur un marché et essayer de jouer la contre-tendance, ou travailler la contre-tendance, bon ben là vous ne vous loupez pas. C'est comme jouer à la roulette russe avec 6 balles dans le barillet, enfin 5 balles dans le barillet au lieu d'une. Et 5 chances sur 6 de ne pas vous manquer. Voilà. Donc c'est quelque chose que je ne sais même pas au jour d'aujourd'hui si je l'apprendrai conceptuellement. Si j'écrirai un livre là-dessus, si je l'apprendrai même à des gens qui veulent faire une formation avec moi, parce que là, pour le coup, je me sens investi d'un risque que je ne sais pas si la personne que je forme est capable d'accepter de prendre ou de bien maîtriser. Voilà. Mais c'est pour vous faire voir que moi j'étais un farouche opposant à la contre-tendance, mais que j'avais quand même dans l'idée toujours d'essayer de la travailler, parce que ça fascine quand même. Mais le pire, c'est que là, il y a, je ne sais pas, 500 personnes. S'il y a 500 personnes actives sur les marchés financiers, je suis persuadé qu'il y en a 450 qui font que de la contre-tendance sans même le savoir. À utiliser trop d'indicateurs techniques, RSI, MACD, stochastique, c'est des belles bêtes très sophistiquées, mais comme ça utilise la dérivée des cours, vous êtes toujours à travailler dans un marché à l'achat alors que le marché baisse, ou en vente à découvert alors que le marché est encore haussier. Voilà, ça, il faut déjà essayer de conceptualiser, c'est quelque chose de terrible. C'est pour ça que moi, je n'utilise quasiment aucun indicateur, parce que c'est trop sophistiqué pour ma petite tête. Donc pareil, même démarche, définition, la même, schéma permettant d'expliquer un concept récurrent, identifié sur les marchés financiers, en anticipant une correction technique dans le sens inverse de la tendance intraday du marché. Et là, c'est ce que j'ai défini comme l'élasticité du marché. C'est quoi l'élasticité du marché? On a l'impression à un moment que le marché monte ou baisse très fortement. On a l'impression que c'est un élastique qui se tend. C'est assez joli comme image. Un élastique qui se tend. Ça monte tellement vite qu'on a l'impression que c'est un élastique. Et physiquement, quand vous avez un élastique, il y a un moment où vous arrivez à un point de tension maximale. Vous ne pouvez pas le tendre plus, sinon l'élastique casse. Mais un marché ne casse jamais. Par contre, automatiquement, après une tension maximale, vous avez une décompression de l'élastique, ce qui correspond sur les marchés financiers à une correction technique. Et bien, ce qui serait intéressant, c'est de mesurer cette élasticité. C'est dire, voilà, c'était à demi. C'est dire, est-ce que je suis capable d'avoir un indicateur qui me donne finalement ce niveau de tension max? Et alors, avec bon sens, imaginons qu'on trouve cet indicateur, imaginons qu'on arrive à un niveau de tension max,
proche d'un niveau de résistance, ben on se dit, ça serait peut-être tentant de le shorter, quoi, de le vendre. Parce que ben, statistiquement, il va certainement y avoir une petite décompression qu'on peut exploiter. Et ça a germé dans ma tête pendant 2-3 années, avant de trouver un indicateur d'élasticité, parce que ça n'existe pas physiquement dans vos panoplies d'indicateurs, et de commencer à conceptualiser la routine. L'avantage, toujours pareil, les mêmes, simple à expliquer, simple à exécuter, favorise le processus de création de certitude, on sait ce qu'on cherche et on sait comment on l'exécute. Ça permet de travailler avec une taille de position croissante. Moi j'ai travaillé avec 2 il y a 2 mois et demi, je suis avec 15 au jour d'aujourd'hui. Et j'espère bien, et ça je ne m'engage pas. Après c'est tranquillement, on gagne, on met un peu plus, on gagne encore, on met un peu plus, et voilà. Mais tranquillement, c'est-à-dire que ça doit se faire comme ça, l'envie. Je force jamais ma nature. Tiens, aujourd'hui j'ai envie d'essayer de mettre 2 contrats de plus, j'essaye. Si je suis bien émotionnellement, je continue. Si j'ai des victoires, je continue. Il peut y avoir l'effet taclé, vous pouvez être moins bien, et puis vous revenez à la taille précédente. Vous êtes bien. C'est très sensitif, il faut être à votre écoute. Par contre, 6, attention. La contre-tendance nécessite quand même de l'expérience en trading. Bien préparer sa phase d'entraînement, ça c'est crucial. Voilà l'élasticité. Alors là, on va travailler uniquement sur le graphique 12 secondes. Voilà. On pourrait répercuter ça sur de la minute, sur de 5 minutes. Et là, c'est vraiment pour faire du scalping. C'est-à-dire que là, moi, sur le boom, en fait, je vais chercher 2 points. Pof 2 points. 1 point, un contrat, 2 points, c'est 20 €. 15 contrats, 300 €. C'est-à-dire que je travaille à 150 € le point. Il y a une opération, les plus petites opérations d'élasticité comme ça, de contre-tendance, ont duré 2 secondes. Les plus longues, 2-3 minutes. Voilà. C'est un peu la frange de temps. Quand ça commence à durer un petit peu trop, souvent, je ne vais pas chercher 2 mais 1, voire des fois je trade à 0. Bref, donc juste pour vous expliquer sur un schéma simplifié, voilà. J'ai mis au point un indicateur d'élasticité, c'est-à-dire que voilà, quand j'arrive dans cette zone rose, là, entre les 2 bornes, là, j'ai une élasticité max, c'est-à-dire que le marché va avoir du mal vraiment à aller plus bas statistiquement. Et en haut, j'ai répercuté cet indicateur d'élasticité directement sur le graphique avec des bandes jaunes. Alors si on prend 2 exemples, vous voyez, ici, on a un marché baissier, on a eu une accélération de la baisse, on est revenu dans la bande jaune, mais finalement, on n'est pas revenu parfaitement dans la borne d'élasticité max. Donc, c'est un signal en manque d'élasticité. Donc, ça peut très bien rémunérer, mais c'est pas comme ça que vous allez bâtir de la confiance. Il vous faut les 2 choses. C'est-à-dire que, vous voyez, la deuxième phase de baisse, c'est-à-dire qu'on revient dans la bande jaune qui théoriquement a un niveau de short possible, un niveau d'achat possible, parce qu'on va acheter alors que le marché baisse. Mais pour acheter avec plus de confiance, il faudra absolument que notre indicateur d'élasticité soit dans cette zone importante entre les 2 bandes roses. Donc, une fois qu'on aura ça, là on a un signal parfait, et bien on achète sec au moment où on a cette élasticité idéale. L'objectif pour moi c'est 2 ticks, et voilà la dangerosité du système, c'est-à-dire que moi je mets un stop à 7 ticks. C'est-à-dire quand je gagne 2, quand je perds 7. Ça veut dire que si j'ai un taux de réussite de 50%, je suis mort, 60% je suis mort, 70% je suis mort, 80% je commence à gagner l'argent. Alors je suis au stade encore expérimental, je me suis en train de me demander si 6 ça ne serait pas suffisant par rapport à 7. C'est un peu la tendance naturelle. Vous voyez. Donc je suis encore dans un laboratoire d'expérimentation, mais très pratique, hein, puisque là, à chaque fois, je trade avec de l'argent. Donc il y a certainement encore des choses, des routines, si vous voulez, que je suis en train de peaufiner, d'améliorer pour essayer. Là, ça fait 18 opérations que je n'ai pas perdues. Alors, je pense que j'ai encore plus conscience que c'est quelque chose de dangereux. Donc, je fais encore plus gaffe à mes prises de position. Je time encore mieux mes prises de position. Et moralité, j'ai un taux de réussite qui est meilleur en contre-tendance que dans le sens de la tendance. C'est incroyable. Donc, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
Mais ce n'est pas pour autant que je vous dis jetez-vous sur la contre-tendance, vous allez avoir les mêmes résultats. Attention, c'est risqué, il faut que ce soit très bien conceptualisé, et moi j'interviens que lorsque j'ai une élasticité, un indicateur d'élasticité parfait, un retour parfait dans cette zone d'élasticité, et si en plus je peux avoir un niveau de support, soit par les points pivot que le monsieur vous a expliqué ce matin, soit par d'autres niveaux chartistes, ben ça sera encore mieux. Et finalité, voilà deux exemples, vous voyez, exactement comme le graphique. Ici, on revient dans cette bande jaune, mais on n'a pas une élasticité suffisante, on n'est pas vraiment redescendu entre ces deux bornes roses, donc pas de prise de position à l'achat, même si finalement j'aurais réussi et j'aurais assuré mes quelques tics. Mais j'avais pas confiance au moment. Pas confiance, je ne peux pas mettre une charge importante sans confiance. Par contre, deuxième coup, tac, on revient dans la bande jaune avec une élasticité qui est acceptable puisqu'elle est entre ces deux bornes. Donc, position d'achat ici, stop, quelques 7 ticks en dessous, et les 2 ticks, ben, finger in the noise. On n'aurait même pu aller chercher plus. Mais quand on est à contre-tendance, on ne cherche pas à gérer une position, on cherche à faire un coup. Ça, c'est des schémas tactiques pour faire des coups. On va chercher une quantité, on ne traîne pas. Parce que la tendance baissière peut être activée à tout moment. Autre exemple, sur le Nasdaq, le précédent c'était sur le CAC 40. Vous voyez, tac, élasticité parfaite, on revient ici, et vous voyez pourquoi? Parce que imaginons que vous preniez position ici, vous voyez on est descendu un petit peu plus bas. C'est là où ben, cette petite marge de sécurité sur le stop est souvent importante si on ne taille pas trop bien, ou si finalement il y a une petite surtension de l'élastique qu'on n'avait pas conceptualisé. Si on met un stop à 2 ticks, alors là, vous volez en éclat comme un popcorn. Et pareil ici, voilà, deuxième possibilité. Moins simple à prendre, celui-ci était plus simple à prendre. Voilà. Moi j'en ai pris un sur les deux pour tout vous dire. Le premier. Je crois qu'il n'y a pas d'autre exemple. Voilà. Alors la conclusion, le timing millimétré, 432, non pas tout à fait. Donc le trading se crée des certitudes afin de trader avec conviction. Comment se créer des certitudes? J'ai commencé à vous l'expliquer quand même. 1. En observant beaucoup, et vous ne perdrez pas de temps à observer. 2. Mettre en évidence un schéma récurrent. Expliquer, mais au plus nouille de chez nouille, simplement. Et si vous l'expliquez simplement, c'est que vous l'avez conceptualisé parfaitement. Donc là, vous commencez à développer le haut niveau. 3. Analyser et travailler sa mécanique de mise en œuvre pour verrouiller la simplicité d'exécution. 4. Travailler la routine tactique, prise de position, stop, gestion, s'engager sur un objectif statistiquement atteignable. 5. S'entraîner sur ce schéma afin d'emmagasiner de la confiance. C'est la phase de création de certitude. 6. Exposer son capital avec une taille réduite au départ. 7. Réinvestir ses gains au départ pour augmenter la taille des positions et créer ainsi plus de valeur. On peut créer beaucoup de valeur avec des schémas tactiques hyper minimalistes. C'est ça le plein d'espoir qu'il faut retenir de cette conférence. Voilà. Alors, une question, je peux? Ou deux? Nicolas est trop. Donc, si vous avez une ou deux questions, je peux y répondre avant de clôturer la conférence. Oui, monsieur? Oui. Sur la scalping en tendance, est-ce que vous rentrez en direct ou en mettant un ordre? Non, en fait, moi je n'aime pas rentrer au prix du marché. Parce qu'au prix du marché, c'est au pire de vos intérêts. Au mieux, on dit ça au mieux, c'est en fait au pire de vos intérêts. Si vous en êtes au mieux, vous êtes un tic de plus que le prix du marché au moment où vous tradez. Donc moi j'adore finalement, mais des fois ça me joue des tours, mais je pense que dans la durée c'est plus intéressant là comme ça. Je place toujours un ordre à court limite. Je veux toujours contrôler mon point d'entrée. Mais bon, après ça c'est peut-être ma touche personnelle, ma personnalité, je ne force à rien. Mais j'aime bien contrôler mon point d'entrée. Mon point d'entrée, mon stop, parce que comme finalement c'est le point d'entrée et le stop qui va générer la probabilité que je vais émettre sur l'objectif statistiquement atteignable. Si je rentre comme une patate, imaginons que je rentre bien et j'ai 7 de risque, donc je m'engage sur 7 statistiquement atteignables. Imaginons que je rentre comme une patate à 9,
je vais avoir 9 de risque,